Sud Radio, le grand matin week-end. L'info Éco Plus, Didier Testo. Bonjour Didier Testo. Bonjour Jean-Marie. Fondateur de la Bourse et la Vie TV. Didier, la planète finance n'en a pas fini avec la crise, avec ses banques, malgré le rachat en catastrophe de Crédit Suisse par UBS. Pourquoi ? Oui, le rachat de Crédit Suisse par UBS, c'est un rachat forcé, un prix qui pénalise les actionnaires et les porteurs de dettes obligataires. Alors, ça a fait baisser, bien entendu, par ricochet, les grandes banques européennes qui se trouvent désormais au centre des préoccupations des marchés depuis une semaine. La Banque d'Angleterre, Banque du Canada, les États-Unis, la Banque suisse et la Réserve fédérale des États-Unis ont toutes annoncé des mesures concertées visant à améliorer l'approvisionnement en liquidités. Mais l'effondrement du Crédit Suisse a également effacé des milliards de dollars d'investissements réalisés notamment par le Fonds souverain du Qatar ou l'Arabie Saoudite, faisant du Golfe Persique l'un des plus grands perdants d'une chute de ses actions depuis l'effondrement de deux banques américaines dont on a eu l'occasion de parler ici. Ce n'est pas vraiment fini que des investisseurs américains pourraient poursuivre la banque. On va en reparler dans quelques instants. Alors justement, Didier, un événement n'est pas passé inaperçu chez les financiers. Lequel ? Sans rentrer dans tous les détails techniques, mais ce qui s'est passé, c'est que les autorités bancaires suisses ont sauvé les déposants, mais pas les actionnaires ni les créanciers. Et des investisseurs américains en difficulté, des avocats d'affaires, se préparent donc à combattre le gouvernement suisse au sujet de sa décision de déprécier 17 milliards de dollars d'obligations du Crédit Suisse. La Suisse a provoqué la colère de ses investisseurs obligataires lorsqu'il a utilisé une ordonnance d'urgence. Et ces obligations, ça s'appelle les AT1. Alors ce sont des catégories de dettes conçues pour subir des pertes lorsque les institutions rencontrent des difficultés, au doux nom de Coco. Oui. Fin 2021, sans rentrer dans les détails, mais en tout cas, ces obligations émises par le Crédit Suisse affichaient un rendement de 5,5%. Et donc, les investisseurs ne veulent pas être les gogos dans cette fondue suisse. Ils ont perdu, on est d'accord, la poule aux œufs d'or avec tout ça. Quoi qu'il en soit, Didier, ce qui s'est passé en Suisse rebat les cartes dans l'ensemble du monde bancaire. Avec UBS, l'éternel rival, alors comme disent les financiers, too big to fail, trop grosse pour faire faillite. La deuxième banque helvétique est donc avalée par le premier groupe bancaire du pays, son éternel rival, 3 milliards d'euros. Alors qu'elle en valait sans doute plus. Les autorités suisses, donc en un week-end, ont réglé ce sujet et un géant est né, une méga banque, 5 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion, 125 000 personnes, c'est la plus vieille banque helvétique, née en 1854 avec son symbole des trois clés. Elle a aussi fait partie de l'histoire de la Confédération, mais comme le Crédit Suisse, elle a eu aussi, au courant des années 2000, pas mal de déboires, l'affaire Madoff, en France c'est le scandale d'UBS d'évasion fiscale. Désormais, c'est le numéro 1 mondial de la gestion de fortune et c'est 2 fois le PIB du pays des montagnes et du chocolat. C'est incroyable. Une banque qui pèse 2 fois plus lourd que son propre pays. Bref. Didier, cette semaine, la Réserve fédérale américaine était très attendue sur les décisions qu'elle pourrait prendre en termes de politique monétaire. La Réserve fédérale a poursuivi en réalité sa stratégie, ralentir l'économie, faire baisser l'inflation. Elle a augmenté d'1 quart de point ses taux d'intérêt. Alors les nouveaux dot plots, ce sont les graphiques qu'elle publie à chaque présentation, représentent ses estimations concernant les évolutions à venir des taux d'intérêt. Ça donne le schéma suivant. À la fin de l'année, on devrait être à 5,1%. Ça intervient après que la BCE elle-même ait relevé son taux directeur de 50 points de base jeudi dernier, donc toujours pour combattre l'inflation. La Fed marche donc sur la corde raide entre lutte contre l'inflation, rétablissement de la stabilité financière. Effectivement, c'est difficile de choisir. Des spécialistes de ces sujets ont pu évoquer un moment Minsky. C'est quoi un moment Minsky ? Alors, le moment Minsky fait référence à un effondrement soudain des prix des actifs, à une contraction du crédit qui entraîne une grave crise économique. C'est l'économiste Hyman Minsky qui avait observé que de longues périodes de stabilité économique et de croissance peuvent créer des conditions qui conduisent à l'instabilité financière, un effondrement éventuel. Les emprunteurs, les prêteurs deviennent peut-être un peu plus complaisants. C'est ce qu'on a vu avec un certain nombre de fonds et de start-up. Ça entraîne une augmentation des pratiques de prêts et d'emprunts risqués. Et c'est quand même ce qu'on a vécu effectivement au niveau des années. Et le stratège de JP Morgan, lui, nous dit que même si les banquiers centraux réussissent à contenir la contagion, les conditions de crédit devraient se resserrer plus rapidement. Et donc, il y a potentiellement ce risque-là. Oui, donc un risque d'effondrement, tout simplement, pour le dire en français. Un secteur commence également à inquiéter, c'est l'immobilier commercial américain. Pour quelle raison ? La Fed dont je parlais s'est rendu compte que les propriétaires de biens immobiliers commerciaux aux États-Unis devaient faire face à 400 milliards de dollars de dettes arrivant à échéance en 2023. Donc encore un secteur qui affronte cette hausse des taux d'intérêt et qu'il va falloir suivre. Didier, vous terminez par une blague. La blague de la semaine qui n'en est pas une, elle concerne Philip Morris. C'est vrai que ça peut surprendre Philip Morris, le propriétaire de la Marlboro, qui veut racheter pour 1 milliard de livres Vectura, une société britannique spécialisée dans les inhalateurs médicaux destinés à soigner les maladies, notamment liées au tabagisme. Alors on le sait depuis maintenant les Tobacco Papers, ces fuites de documents sur l'industrie du tabac. L'objectif sans fumée de l'entreprise est surtout une stratégie marketing, mais elle vise tout de même à réaliser 50% de son chiffre d'affaires au moyen de produits sans fumée en 2025, et l'alternative à la cigarette représentait encore 29% des ventes en 2021.
est d'accord que c'est la définition même du pompier pyromane, Didier. Exactement. Bon, merci beaucoup, Didier. On espère que la finance ne s'effondrera pas mondialement d'ici dimanche prochain. C'est la raison pour laquelle on vous retrouvera avec plaisir dimanche prochain. En attendant, vos analyses à retrouver sur La Bourse et la Vie TV sur votre chaîne YouTube. Merci.